je me présente, je m'appelle Alain Bolly, je suis ingénieur pédagogique à l'ESP. Je ne sais pas si vous connaissez ce style, il est tout nouveau depuis la rentrée. C'est en fait l'école qui, pour la suite, c'est l'UFM, c'est la même chose, mais qui a juste changé de nom. C'est l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un jeu sérieux en cours de construction, donc vous ne verrez pas le jeu en soi, puisqu'on est en train de le construire, mais ce que je voulais faire, c'est vous raconter un petit peu comment on peut créer un jeu alors qu'on n'est pas du tout spécialiste de la création de jeux. Et vous aurez le spécialiste juste après qui pourra vous raconter toutes les bêtises que j'aurais dites à ce moment-là. Donc si j'utilise du vocabulaire et je le définis mal, c'est normal, hein, simplement je suis loin d'être un spécialiste du jeu sérieux. Donc je vais essayer de ne pas mourir avant la fin de la soirée. Alors, en introduction, donc ces non-spécialistes, ce sont des enseignants et des ingénieurs pédagogiques. Donc aucun ne connaissait quoi que ce soit au moment où on a décidé de faire un jeu, ne connaissait quoi que ce soit en jeu sérieux. Donc le contexte, c'est donc à l'ESP on forme des futurs enseignants, et dans les compétences qu'ils ont à acquérir, il y a toute une partie qui tourne autour du numérique, et dans ces compétences, il y en a 28. Ça génère énormément de travail, c'est un truc qui est très lourd, donc ils vont en classe avec leurs élèves, ils font des choses avec le numérique, et après ils doivent créer un dossier numérique et justifier un petit peu toutes les compétences qu'ils ont par rapport à ces usages du numérique. Et dans ces 28 compétences, il y en a une un petit peu particulière qui est beaucoup plus lourde que les autres, simplement en charge de travail, hein, pas en termes de compréhension, mais en charge de travail, sont les compétences juridiques. Donc toutes les questions autour, on l'a évoqué un tout petit peu avant dans une des conférences, sur est-ce que je peux récupérer une image sur Internet et en faire ce que je veux, faire des liens, est-ce que j'ai un DVD que j'ai acheté à la maison, est-ce que je peux l'utiliser avec mes élèves, un élève qui écrit n'importe quoi sur son compte Facebook, voilà, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux réagir par rapport à ça. Donc ça, on avait au départ, on avait un cours énorme, hein, des tonnes de pages à lire, un truc simplement que les étudiants du coup n'y allaient pas. Parce que sur les 28 compétences qu'ils ont à acquérir, en fait, il leur en faut que 23. Ils peuvent choisir, ils choisissent 23 sur ces 28 compétences. Il y en a 5 qui peuvent laisser de côté. Et du coup, cet aspect juridique, il était quasi systématiquement laissé de côté. D'accord ? Donc on a essayé d'abandonner le côté cours très sérieux et on a commencé par une première tentative ludique qui est de détourner un petit peu l'usage de la plateforme pédagogique de l'université, qui est Moodle, et dans laquelle on a mis un faux forum. On a demandé aux étudiants de jouer un rôle. Ils jouaient le rôle d'un prof de l'établissement et avec les outils de Moodle, on a simulé un forum dans lequel il y avait un faux prof qui disait « Tiens, moi j'ai acheté un DVD, je l'ai montré à mes élèves » et puis l'étudiant, lui, doit répondre à ce message et il y a un enseignant après qui corrige et puis qui valide ou pas la réponse et qui, au bout du compte, c'est un bon score, ça valide la compétence ou pas. Ça nous a montré le point positif que ce côté ludique a attiré effectivement des étudiants. Il y a des étudiants du coup qui ont validé cette compétence-là alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Par contre, là où ça reste encore très très lourd, c'est que ça demande à des enseignants d'aller lire toutes les réponses des étudiants. Sachant que c'est une des promos de 800 étudiants à chaque fois, c'est hyper lourd, quoi. Donc on a encore un côté lourd qui reste avec cette tentative dans Moodle. Donc, nos objectifs par rapport à cette compétence-là, c'est pas d'en faire des experts, on veut simplement les sensibiliser. Il faut qu'au moins, ils aient entendu parler de numérique, qu'ils sachent ce qu'on peut faire avec des images ou pas. Voilà, essayer d'effleurer, au moins d'être sensible, quitte qu'au moins le jour où ils aient à se poser des questions, quand ils font des travaux avec des élèves sur des blogs, que ce jour-là, ils aillent éventuellement interpeller les personnes qui savent. D'accord ? Donc c'est vraiment, on reste sur la sensibilisation, du coup on peut aller un cran en dessous de ce qu'on faisait avec nos cours, que de toute façon, personne n'allait lire. Alors, donc, ce que je viens de dire, on essaie donc de faire moins de cours traditionnels, d'aller plus loin dans le ludique, tout en apportant quand même des vraies connaissances. Il ne faut pas que ça reste simplement le jeu ludique, je joue et je ne me pose aucune question. D'accord ? Il faut qu'on reste dans un apport de connaissances qui est important. Donc l'idée qui a émergé, c'est d'utiliser les jeux sérieux, sachant que c'était très à la mode et qu'on en parlait de plus en plus. Vous regardez les grosses entreprises du CAC 40, elles ont tous leurs jeux sérieux pour former leur personnel. On s'est dit, voilà, comment on rentre là-dedans ? Le problème, c'est que quand on commence à regarder, ça coûte extrêmement cher. La plupart des jeux qu'on trouve et qu'on a envie d'utiliser, paf, il y a une boîte derrière qui vend des services très chers. Pour une toute petite institution comme la nôtre, c'est impossible de faire appel à ce type de boîte-là. Il y a certains jeux, ça va jusqu'aux millions d'euros, hein. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais ça peut aller jusque-là.
Il y a du gratuit aussi, c'est clair. Du coup, alors comment on fait? On est, nous, équipe de non-spécialistes. La première chose, c'est de se renseigner. Donc, je me suis déplacé à Lyon. Serious Game Expo de Lyon, c'est tous les ans, au mois d'octobre. Vous y retrouvez plein de prestataires de toutes sortes autour du Serious Game. Ça va du petit éditeur totalement inconnu au gros mastodonte qui brasse justement des millions d'euros. D'accord, il y a vraiment de tout et de toutes sortes. Donc, il y a à manger pour tout le monde. Et dans cette offre variée, effectivement, on a trouvé un début de solution sur place, donc d'une petite boîte qui allait pouvoir nous rendre service. Donc la deuxième tentative, c'est donc de créer un jeu qui se base sur un outil qui s'appelle IT Studio, créé par une boîte qui s'appelle ITcom, qu'on a rencontré dans ce salon à Lyon, et qui propose des simulateurs de dialogue. Donc eux, ils le font énormément sur des questions de marketing, vente, etc., pour former les vendeurs, ce genre de choses-là. Et nous, on est en train donc d'essayer de le détourner pour former des futurs enseignants. Donc toujours dans de la simulation de dialogue, on imagine deux profs dans une salle des profs, dans un bureau de proviseur qui échangent, et donc il y a une personne qui doit, le joueur, donc interagit sur ces dialogues, il fait évoluer ces dialogues. Alors, je vous montre le petit teaser qu'ils font pour présenter leur outil. peut vite devenir compliqué. Je sais pas si on entend. Créez vous-même des serious games et des simulations 3D grâce à IT Studio, un logiciel automatique. Une interface simple et intuitive. À partir de bibliothèques riches, choisissez vos décors et vos personnages. Créez des axes d'analyse et les feedbacks est donné aux utilisateurs en fonction de leurs résultats. Grâce à un arbre scénaristique, insérez et liez vos scènes entre elles. Développez le contenu de vos scènes en utilisant une timeline ergonomique. Assignez les axes d'analyse et les points permettant l'évaluation des utilisateurs. Testez enfin votre réalisation en temps réel. Alors, vous avez donc une démo très rapide. Je vais juste ressortir 3 captures d'écran de l'outil en question pour vous montrer un petit peu plus en détail. Donc, encore une fois, on est des non-spécialistes. Hein. Il n'y a pas de développeur dans notre équipe, il n'y a pas de graphiste, il n'y a rien de tout ça. Donc, on a besoin d'un outil qui nous permette d'aller le plus simplement possible vers un scénario. Donc ici, on a l'édition des scènes. Donc dans quel ordre elle se déroule? Donc on a par exemple une scène où il y a un échange qui se fait ici entre deux enseignants. À un moment donné, l'échange s'arrête et il se retrouve avec 3 choix, 3 réponses possibles à donner dans le dialogue. Il choisit une de ces réponses et ça continue. Donc le chemin vert, c'est celui qui est bon, et les autres chemins sont ceux qui sont moins bons, voire carrément mauvais. À chaque fois, pour chaque choix, il y a des points qui sont octroyés sur des axes d'analyse, et à la fin, on analyse le résultat de ce qu'a compris l'étudiant sur 4 axes. On choisit le nombre d'axes, hein, on en a choisi 4. S'il a un score suffisant à la fin, ça lui valide sa compétence. Donc là, on est dans l'éditeur de scènes, donc dans l'ordre dans lequel se déroule l'ensemble des scènes. À l'intérieur d'une scène, vous avez le déroulement des dialogues qu'on voit ici dans la zone orange. Vous avez les textes du non-joueur, du joueur. Donc là, c'est à nous de construire. Notre travail est donc de construire et de rédiger les dialogues, d'enregistrer les voix des personnes et de saisir tout ça dans l'application. Donc les 2 lignes bleues sont pour ajouter les sons. En dessous, vous avez les textes. Et on peut jouer sur les caméras, donc on a deux scènes. Bon, ce n'est pas le plus important dans ce que je veux vous dire. Simplement, on a là un outil qui permet de simplement mettre en place une solution. Donc sur le côté, on a aussi la possibilité de donner pour nos personnages, de leur donner des sentiments, des réactions. Ils sont énervés quand une réponse est fausse, ils sont contents quand la réponse est juste, ce genre de choses-là. Pour vous donner un exemple de choix de scène, voilà à quoi peut ressembler une scène dans leur jeu initial à eux. Hein, d'accord? Donc là, nous, on n'a pas les compétences de créer ça. On sera incapable de faire un décor de ce type-là. Et sachant ça, on a dû prendre des décisions, et je vous en parlerai tout à l'heure, sur comment on allait remplacer des décors aussi riches, qui ont vraiment beaucoup de détails.
Donc on a essayé de lister les compétences nécessaires, et donc c'est vraiment par rapport à notre expérience là. Hein. Je ne sais pas si c'est les compétences que doit avoir un créateur de jeu, c'est ce qui est ressorti dans ce qu'on a fait. Donc il faut bien évidemment maîtriser le thème en question qu'on veut présenter, donc les aspects juridiques pour l'enseignant. Il y a tout le côté rédaction de scénario et de dialogue. Les aspects graphiques, puisque comme les décors qui sont prêts dans IT Studio ne nous conviennent pas, on doit créer d'autres décors. Les décors de salle de classe, il n'y en avait pas. Comme c'est essentiellement fait autour de la vente, on trouve des bureaux très entreprises, des pharmacies, ce genre de choses-là, rien qui tourne autour de l'école. Donc pas de chance, il fallait qu'on dessine des décors. Je vous montrerai tout à l'heure la solution qu'on a trouvée. Pire, c'est encore notre problème du jour, sont les personnages 3D. On ne sait pas construire un personnage 3D. Si on ne veut pas le personnage par défaut, il faut les créer. Les personnages par défaut, là-dedans aussi, il n'y en a pas un qu'on pourrait se dire, tiens, lui, c'est un prof. C'est plutôt costard, cravate, chef d'entreprise. Donc voilà, il manque là des personnages, donc là aussi, on va devoir les créer et faire les animations. Il nous faut des comédiens pour enregistrer les voix, parce que le jeu n'est pas que textuel, hein, il y a la partie parlée. Il faut gérer le projet. Toute la difficulté, c'est qu'on travaille avec des enseignants, donc qui ont autre chose à faire que simplement suivre ce projet. On travaille avec des ingénieurs pédagogiques qui sont sur 1000 autres dossiers en même temps, donc des gens qu'on voit une fois de temps en temps. Là aussi, c'est une difficulté en plus pour gérer ce projet et arriver au bout du projet. Tout le côté game design, donc les questions à se poser autour de qu'est-ce qui va faire que le jeu est intéressant et qu'on va pouvoir prendre du plaisir à jouer et avancer en termes de comment je me déplace, bon, encore que là il n'y a pas de déplacement donc c'est plus facile. La programmation, à un moment donné il faut programmer, et là, ici on n'a pas besoin, ouf. Et puis tout le côté communication, si on veut que le jeu soit utilisé, bien sûr, il va falloir communiquer autour de tout ça. Alors dans notre entourage, qui peut faire tout ça? Donc les premiers points sont les enseignants, pas de problème, maîtrise du thème, c'est bon. Après, les graphismes, on n'en avait pas de talent, donc en fait on s'est adressé à des élèves de Bac Pro, puisque nos enseignants ont des élèves, et leurs élèves, eux, par contre, il y en a qui ont les talents de faire des dessins. Donc on est allé auprès de ces étudiants en Bac Pro, et on a, ce qui est assez sympa dans l'histoire, c'est qu'on a joué un rôle aussi dans le lycée en question, puisque moi j'ai joué le client qui a besoin de graphisme, et puis eux étaient donc les prestataires qui fournissaient ces graphismes. Et ils font ça régulièrement sur plein de thèmes. Les enseignants des lycées professionnels recherchent justement des clients à l'extérieur des lycées pour faire quelque chose de plus réel que ce qu'ils font en classe. Donc du coup, on s'est adressé aux élèves de Bac Pro pour avoir les graphismes. Pour la 3D, au jour d'aujourd'hui, pas vraiment de solution. Donc c'est encore un petit os là qui peut nous arriver, qui peut nous tomber dessus avant la fin de la création du jeu. Tout ce qui est comédien, enregistrer les voix, ça c'est bon. On trouve des bonnes volontés qui veulent bien prêter leur voix, on va finir par y arriver. Et tout le reste, c'est IT Studio qui nous dépanne. Tout ce qui est game design, développement ou autre, le fait d'avoir ce module auteur nous permet de ne pas avoir besoin de ces compétences-là pour créer. L'inconvénient, c'est par contre qu'on n'a pas le choix. Ça va bien si on reste dans le scénario qui est proposé par le module auteur, à savoir un simulateur de dialogue. Si on voulait faire autre chose, on serait perdu. D'accord ? On ne pourrait pas le faire avec cet outil-là. Donc comment on gère un petit peu toutes ces difficultés-là qui sont de réunir les partenaires tous pris par 1000 tâches parce que ce n'est pas leur métier de créer du jeu. Comment on rédige les dialogues alors qu'on ne se voit pas, toujours le même problème. On a aussi budget très réduit et qui est entièrement consacré à l'achat de la licence pour IT Studio. On ne peut pas l'utiliser pour acheter des graphismes, pour payer un prestataire pour nous faire des personnages ou autres. Et comment on gère ces compétences non présentes dans l'équipe, notamment l'aspect 3D, puisque personne chez nous ne sait faire ça. Donc les solutions qu'on a trouvées, les premières, les plus simples, c'est d'utiliser tout ce qui est outils collaboratifs, genre Google Docs et autres, pour rédiger les dialogues, le faire à distance et ne pas se réunir. Toute la difficulté avec ça, c'est que le jeu, au lieu de mettre 6 mois comme on pensait au début pour le créer, là on est déjà presque à 2 ans, et il n'est pas fini. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Au début, on râle, on se dit mince, on n'y arrivera jamais. Et puis à un moment donné, il faut accepter, ok, on n'est pas des pros, on n'a pas les moyens. Qu'est-ce que je fais ? Simplement, je prends mon temps. Au lieu de mettre 6 mois, je vais mettre 2 ans à faire mon jeu, mais je vais y arriver au bout des 2 ans. Accepter aussi une qualité plus réduite.
Je ne vais pas avoir de vrais comédiens, je vais prendre mes camarades de jeu et puis c'est eux qui vont enregistrer les voix. Je n'aurai pas la qualité d'un professionnel, donc c'est d'accepter ça aussi. Et pareil sur les graphismes, on n'aura pas les graphismes que vous avez vus au début. Donc, je vous rappelle l'image qu'on a vue, ça c'est ce qu'il y a dans le jeu qu'on pourrait réutiliser. Et nous, en fait, l'image que j'avais en fond, c'est un des décors du jeu. D'accord ? Donc comme on savait qu'on ne serait pas capable d'aller dans du graphisme 3D très fouillé dans les détails, on s'est dit on va faire quelque chose plutôt d'artistique. Et donc où on a besoin de moins de dessins précis, beaucoup de zones blanches, et on va dans des choses qui ne sont pas réelles. Alors que les décors, comme vous avez vu dans le jeu initial, ce sont des reproductions du réel. Là, on ne reproduit pas le réel. On devine que c'est une salle d'épreuve, mais on n'est quand même pas dans du réel. D'accord ? Donc voilà une des solutions pour essayer de se sortir de ces difficultés, sachant qu'on n'est pas des pros. Alors, les satisfactions quand même, il y en a plein. Hein. Ce qui ressort auprès des collègues avec qui je travaille, c'est que c'est un travail qui sort de l'ordinaire, ça n'a plus rien à voir à ce qu'on disait pour faire des cours traditionnels, habituels. C'est hyper motivant pour l'ensemble des gens. Les gens qui travaillent là sur ce jeu, il n'y en a aucun qui est rémunéré. Simplement, ils viennent parce que c'est un truc qui est passionnant. D'accord ? Et c'est là l'intérêt aussi du jeu sérieux par rapport à d'autres choses. C'est pas seulement pour celui qui va jouer, c'est aussi pour toute l'équipe qui s'investit dans le travail pour faire. Ça apporte ça aussi, le côté motivant. Donc là, c'est un partenariat entre l'ESP, la Dune et le lycée du Tambert. Donc les bacs pro en question sont au lycée du Tambert à Kirch. Et maintenant encore la question, pour le moment j'ai mis dans les satisfactions avec un point d'interrogation, la qualité des apprentissages. Parce que, comme on n'est pas encore au bout et qu'on n'a pas encore testé le jeu, on ne sait pas si les étudiants apprendront mieux avec le jeu que ce qu'ils faisaient avant. C'est ce qu'on espère, mais évidemment, sinon on ne le ferait pas ce jeu. Mais voilà, on verra dans la prochaine étape si effectivement il y a une qualité des apprentissages qui est meilleure. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc la conclusion, c'est que les jeux sérieux, c'est vrai que c'est souvent un gros budget, mais que finalement, on peut faire avec assez peu et qu'en cherchant un petit peu à droite à gauche des solutions avec les bonnes volontés de chacun, on arrive à faire des choses. Voilà. Je suis allé assez vite sur la présentation pour laisser éventuellement du temps à des questions et d'aller plus vers ce qui vous intéresse. Si vous avez des questions, je suis là où. Oui. Là, je pense qu'en fait, une grosse partie du travail que vous avez, c'est quand même sur le scénario, finalement. Ouais. Le plus gros boulot, c'était les dialogues, de le faire en plus à distance, avec des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc on a 17 scènes, à chaque fois avec les dialogues et les embranchements dans chacune des scènes. Ça fait, écrit dans un traitement de texte, ça fait une quarantaine de pages, l'une derrière l'autre. C'est long, et ça c'est fait. Cette partie-là est faite. Maintenant on a tous les éléments d'un leçon, on a presque tous les décors. Il nous manque les personnages, et de saisir le tout dans le module auteur. Alors les personnages, je n'ai pas dit ça dans la présentation, la solution qu'on a peut-être trouvée pour les personnages, c'est du coup d'acheter un logiciel de création 3D, mais spécialisé dans la création de personnages. Pour qu'on n'ait pas à s'approprier l'utilisation d'un outil comme Blender, pour ceux qui connaissent, ou d'autres choses encore plus professionnelles, où là c'est clair, on n'y arrivera pas. Donc on en a acheté un qui s'appelle Bowser, qui permet de créer des personnages, qui a déjà toute une banque de données faite, où on peut simplement jouer sur des paramètres pour créer et habiller son personnage. Et ça, après, on l'importe dans l'outil et on verra. Après, au pire, si on n'y arrive pas, on peut toujours aller chercher dans les modèles de personnages qu'ils ont. Tant pis, ce ne sera pas le super prof dont on rêvait, mais quand même, on aura le modèle qui est fourni avec le module auteur. D'autres questions ? Oui. Est-ce que par rapport effectivement entre les personnages qui sont donc en 3D de poseur et le fait de dessiner en fait le décor, est-ce que ça risque pas peut-être justement de créer un univers de jeu qui ne sera pas entièrement... Peut-être, ouais, c'est un risque effectivement. Donc on a fait juste quelques essais. Au départ, on n'avait même pas des dessins comme ça, on avait fait des photos et on a mis des personnages toons dans quelque chose qui était des photos. Et même là, ça faisait un rendu qui était super sympa. Donc on va voir, on va essayer à nous aussi après de faire des personnages, on ne fera pas des personnages réalistes, genre qui ressembleraient à une photo d'un personnage. Je pense qu'on ira plus vers le côté dessin animé, toons, quelque chose de ce genre-là, pour que effectivement ça ne jure pas trop avec l'aspect décalé du décor.
là, vous avez déjà tous les décors alors? Les décors sont faits, ouais, il y en a 4. Il y a 4 lieux qui sont dessinés. Donc il vous reste en fait, le jeu va être terminé dans combien de temps à peu près? Je ne donne plus de date parce que Ouais. il y a des périodes où je pensais vraiment qu'en 6 mois ce truc serait bouclé. Hein. Ouais, ouais. Et simplement, il y a des périodes où personne ne peut travailler dessus. Donc même s'il n'y a presque rien à faire, on a tellement d'autres tâches à côté qui sont prioritaires par rapport à celle-là qu'il peut se passer très bien 3 mois où on avancera pas de 1 millimètre sur ce projet-là. Et en ce moment, on est un peu dans cette période-là. Là, un truc tout bête, hein, il faut acheter Poser. Poser, c'est un truc que vous ne trouverez dans un magasin qu'aux États-Unis. Donc il faut l'importer. Et quand vous êtes soumis aux conditions de marché à l'université pour acheter ce type d'outil, déjà là, il n'y a rien qu'un délai, rien pour l'acheter. Du coup, je pensais faire les personnages, je pensais que là, il serait fini à peu près en ce moment. Mais non, le logiciel, je ne l'ai même pas encore. J'ai appris hier que ça y est, il était commandé. Donc, pas payé, hein, commandé. Donc, je ne sais pas ce que ça va dire. Oui. Il y a une version Poser Fusion qui est gratuite pour les débutants. Poser début. Ouais, j'avais regardé un peu, mais C'est pas assez. non, ce qui est hyper intéressant dans la version payante, c'est déjà toute la banque de données quoi, pour aller chercher les différents personnages, avoir des ressources facilement sous la main. Ce que tu n'as pas dans les versions gratuites. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir dans des marketplaces, des objets gratuits. Aussi. Ouais. Donc, pour ma part, j'utilise pas mal aussi ce genre de ressources, avoir des objets gratuits, soit via des outils, DAS Studio, DAS 3D, etc. J'en avais testé un ou deux, il y en a aussi un qui s'appelle Make Human. Oui, mais mais pas gratuit. pas réussi à le faire fonctionner. Oui. C'est trop compliqué, j'ai essayé de tomber. Je me suis dit, bon, allez hop, je vais en acheter un. C'est pas très cher, hein, c'est autour de 120-130 $. Donc c'est pas excessif. Je ne l'ai pas dit, on a dépensé 4 000 € de licence pour le meeting de module auteur. Donc rajouter 130 €, ça va, c'était jouable. Ça, par contre, on pourra le faire une fois, on n'aura pas une deuxième fois 4 000 €. Donc j'espère qu'on va y arriver. Donc avant, il y avait une question sur le modèle économique par rapport à Guillaume Rice. Donc, a priori, c'est pas fait pour être vendu, c'est vraiment l'objectif, c'est de l'utiliser avec nos étudiants. Donc il n'y a pas de modèle économique. Cela dit, il y a quand même le truc qui pointe un peu, c'est de se dire si on veut en faire un autre, un jeu, il faut qu'on récupère quelque part de l'argent. Et peut-être qu'il y aurait l'idée de vendre le jeu à d'autres ST en France, pour qu'eux aussi puissent l'utiliser avec les étudiants, et ça nous permettrait de financer d'autres constructions de jeux. Voilà, c'est vraiment une idée vraiment comme ça en l'air, hein, je ne sais pas du tout si on ira vers ça. Ça dépendra fortement de la qualité du jeu à la fin et si ça intéresse les gens. Si on nous dit c'est pas assez sérieux, pas dans le sens serious game, mais pas assez sérieux pour qu'on puisse se présenter à des étudiants pour l'utiliser, ben, bon, je pense qu'on n'ira pas le vendre. D'autres questions? C'est bon?